IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un homme ce soir, Jean-Marc Andrieux, qui a énormément d'histoires dans sa vie. Jean-Marc Andrieux, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va déjà commencer par le commencement. Vous avez été élevé chez des paysans jusqu'à l'âge de 10 ans. Oui, c'est ça, oui, dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron. À l'époque, après vous êtes parti sur Paris, vous avez été enfant de chœur. Oui, enfant de chœur, scout. Scout, enfant de chœur en célébrant la messe dans des endroits assez extraordinaires. Cathédrale de Rouen, il y a eu avec l'évêque de Rouen, donc j'étais enfant de chœur également au Sacré-Cœur à Paris pour une communion avec un évêque aussi. Et car je crois qu'à l'époque on voulait faire de moi un prêtre. Vous avez fait une année de séminaire, on peut dire. Voilà, j'ai fait une année de probation. Probation, et là vous vous êtes rendu compte à 16 ans que c'était pas pour vous? Absolument, c'était pas du tout je pense pas que c'était ma vocation. Non. Après, votre père vous prend sous son aile, on peut dire, et il décide de construire un terrain de camping. Oui, c'est ça. Il me demande de partir l'aider dans un petit village du sud de la France à construire un camping. Et là, Là, vous avez un accident. Et là, j'ai un accident. Je me sectionne la main gauche avec une disqueuse qui explose. Je fais du stop comme je peux car je suis tout seul. Et un camion, pour ne pas m'écraser, m'amène jusqu'à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, je suis vidé de mon sang. Et je fais ce qu'on appelle une NDE ou une EMI en français. Ça, c'est ma première expérience, disons, avec l'au-delà. Mais à l'époque, on n'en parle pas. Et c'était quelle année? C'était en 1970. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs pour la main, car à cette époque-là, c'était pas. On peut dire que ce genre de choses ne se faisait pas ou ratait habituellement. Et là, la chance énorme que j'ai eue, c'est que ça fonctionne, car pour moi, quand l'accident m'est arrivé, mon immense crainte était de passer une vie avec une seule main. Ouais, parce que la main, elle pendouillait. Vous l'avez, cette main. Voilà, je l'ai. Le poignet ne marche pas, mais la main fonctionne un petit peu. Donc je m'en sers et j'ai fait des tas de choses, des très gros travaux d'ailleurs avec. Et en général, les gens qui me voient faire sont très étonnés quand je leur dis que la main a été sectionnée. Preuve certainement qu'on s'habitue à tout et qu'on peut faire des tas de choses. Alors cette NDE? Alors cette NDE, aujourd'hui j'en parle. J'ai été très enthousiaste évidemment pour cette NDE qui ressemble un peu à tout, on pourrait dire, parce que il y a toujours ce tunnel. Mais enfin, disons, quand je suis arrivé à l'hôpital et qu'on m'a transporté jusque sur la table d'opération, enfin que le service des urgences, les infirmières, etc., qui se précipitaient pour me mettre du sang, pour m'en transporter là, eh bien j'ai vu tout le long, depuis la sortie du camion jusqu'à la table d'opération, j'ai vu ce qui se passait, et là j'ai lâché prise, on pourrait dire, à moi, et je me suis retrouvé dans un tunnel. Donc vous voyez ça, mais de haut, hein, c'est-à-dire que vous n'étiez plus dans votre corps. Voilà, j'étais plus dans le corps, non, absolument. Non, je voyais tout. Je vous dis, les infirmiers, je les vois encore s'affairer à me porter jusque sur la table d'opération. Et en fait, quand ils ont allumé la lumière au-dessus de la table d'opération, il y avait une certaine confiance. Je pense que c'est la confiance qui a fait que tout d'un coup, j'ai basculé et je me suis retrouvé dans un tunnel. Et qu'est-ce qu'il y avait au bout du tunnel? Eh bien, il y avait une lumière, une très belle lumière, c'est vrai, blanche. Je me rappelle avoir été ça allait très très vite, je m'en suis approché très très rapidement. Et là, j'avais à ce moment-là une obsession qui restait néanmoins, malgré que cet événement ne soit pas quelque chose d'habituel. Je voulais à tout prix conserver ma main. Ça a peut-être gâché un petit peu l'événement, mais ma main me préoccupait, malgré que je sois néanmoins dans l'événement, puisque j'étais dans l'événement. Et là, dans cette lumière, il y avait une forme physique. Il y avait une tête, évidemment, mais je ne sais pas qui était cette tête. Elle était... c'était un visage sans visage, pourrait-on dire. Et tout ce que je sais, c'est que c'était excessivement... Il y avait un immense amour, voilà. C'est ça y est. Il y avait un immense amour envers moi.
Et évidemment, on m'a expliqué que je pouvais, si je voulais, partir, mais que c'était pas l'heure, hein, et qu'il était préférable que... Enfin, ça fait maintenant très très longtemps, et comme il y a eu beaucoup de choses qui me sont arrivées, disons que je n'ai plus le défilé comme je l'avais, avec la netteté que je l'avais à une certaine époque. Mais enfin, pour l'expliquer très rapidement, voilà, c'est cela qui s'est passé. Et puis ensuite, eh bien, quand j'ai regagné mon corps, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Mais à mon réveil le lendemain, quand je me suis réveillé et que ma main était dans un plâtre, hein, et que j'étais dans la souffrance étant terrible, j'ai regretté un petit instant, je ne cache pas, d'être resté, d'avoir choisi cette option. Enfin bon. Alors donc cette main, elle est là. Le terrain de camping ne sera jamais construit, hein, et même à notre époque, ça s'est jamais terminé. Non. Ensuite, vous avez toute une vie où vous travaillez dans la restauration, vous devenez représentant de commerce, vous rencontrez votre femme, vous avez 2 enfants, et là, votre fille a 19 ans. Oui. C'était en quelle année ? Ma fille s'appelle Sophie. Et en 1990, elle a un accident de voiture, totalement inexpliqué à l'époque, et elle décède sur le coup. Quand cet accident arrive, par ma profession, je me promenais un petit peu partout en France, et là je suis à Grenoble. On me prévient que, pour éviter le choc, on m'explique qu'il faut que je rentre car Sophie est à l'hôpital, et il y a quelque chose qui me dit immédiatement qu'elle n'est pas à l'hôpital mais qu'elle est décédée. Et j'en ai la certitude. Pour être néanmoins, pour aller, comme je suis un petit peu Saint Thomas, pour en avoir vraiment la certitude, je décide d'appeler la gendarmerie de la commune où a eu lieu l'accident, et je dis aux gendarmes, écoutez, est-ce que vous pourriez m'indiquer l'heure du décès ? Je suis le papa de Sophie, et est-ce que vous pourriez m'indiquer l'heure de son décès ? Le gendarme, voyant mon assurance, m'a donné l'heure, et il est évident qu'à ce moment-là, je savais qu'elle était décédée. Mais il se passe une chose, c'est que je ne peux, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas prendre conscience de quelque chose. Pour moi, il est impossible. Pour moi, il est impossible qu'elle soit décédée. Je veux bien accepter que son corps soit mort, mais je ne peux croire qu'elle n'existe plus. Le mot exister, voilà, qu'elle n'existe plus, ça je ne peux pas. Donc je regagne Revel, et puisque c'est dans cette ville où elle était, et puisqu'elle faisait l'école de Sorèze, qui était une école très connue à l'époque, et là ensuite j'ai assisté à l'enterrement, mais alors excessivement lointainement. Je me suis fait des ennemis, on pourrait dire, à ce moment-là, puisqu'on ne comprenait pas d'ailleurs que ma douleur ne soit pas plus grande. Voilà, pour ça, c'est pour cette action, c'est à peu près ce que je peux en dire dans un premier temps, à part que... Donc ensuite, tout va bien pendant un certain temps. Combien de temps elle a mis à incorporer l'esprit de votre seconde femme ? Alors, donc je continue à travailler après ça, puisque mon travail me prenait énormément. J'étais pris par mes activités, et peu à peu, 2 ans et demi plus tard, vous faites une dépression. Je fais une dépression. D'après les médecins, c'est une dépression à retardement qui est faite, et je sombre tout doucement, de plus en plus, dans une dépression qui va m'amener à... Je suis obligé de quitter mon travail dans un premier temps une quinzaine de jours, puis ensuite on est obligé de prolonger. Plus on prolonge, plus je vais mal, et ça va à un moment très très mal. En avril 1993, je suis au plus bas, et pour passer mon temps, disons, à ne pas sombrer totalement dans le lit, je décide de faire un petit cabanon avec des parpaings, et d'y faire un petit toit en tuiles, etc. Et une après-midi donc du mois d'avril 93, je suis en train de poser ces parpaings, et tout d'un coup j'entends que l'on me dit, qu'on me demande si je vais bien, et là c'est la voix de Sophie, c'est totalement sa voix, et franchement, ce n'est pas mes oreilles qui captent la chose, on pourrait dire que je
je ne sais pas, c'est très difficilement explicable. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur et on parle, on me demande si je vais bien, si je suis content de ce que je fais, si, etc., etc. Enfin, ça dure une dizaine de minutes. Je reprends mes esprits. Là, pendant ces 10 minutes, je ne me souviens plus de ce que je suis en train de faire. Mes mains doivent fonctionner toutes seules, j'en sais rien. Et 10 minutes après, je pense que c'est moi qui suis... Je reviens à moi et je pense que c'est moi qui étais en train de délirer et que rien ne m'a été dit. À la suite de ça, je rentre à l'intérieur de la maison et ma maison est assez longue en profondeur et j'entends là une voix qui me dit... Enfin, j'entends tout d'un coup une voix qui crie « Papa, papa !» Et il faut savoir que j'ai une autre fille qui a à peu près la voix, qui était plus jeune, qui a la voix de Sophie, et qui était à cette époque-là, qui faisait l'université de Perpignan. Je me dirige vers sa chambre, croyant que c'était elle qui avait besoin de quelque chose, et j'ouvre la porte, et là, il y a personne. En allant à cette chambre, je passe devant un dressing, où il y a mon épouse, mais enfin, je repars au salon, et à nouveau, j'entends « Papa, papa !» Ça venait de la direction de cette chambre. Je repars de nouveau au bout du couloir, donc dans sa chambre, et là rien. Au retour, je m'arrête au dressing où était mon épouse, qui était juste à côté de cette chambre, et je lui dis mais est-ce que tu n'as pas entendu Lucie m'appeler? Elle me dit non. Et je dis mais où elle est? Et on me dit mais elle est à l'université. Là, je suis complètement étonné, j'y explique, je dis mais attends, je viens d'entendre papa, papa à 2 reprises, et j'ai dit je suis pas sourd, j'ai bien entendu. Et à ma gauche, dans le dressing à ma gauche, il y a une porte, et là, cette porte s'ouvre. Mais je suis pris dans mes pensées, je la pousse le premier coup, avec ma main, je la repousse, je ne vais même pas chercher à savoir pourquoi elle s'ouvrait, et une deuxième fois, elle se réouvre. Là, par contre, je fais attention, je la referme, mais cette fois-là, il y avait une clé dessus, je ferme la clé. Et quelques secondes après, j'entends la clé qui tourne et la porte qui s'ouvre. Évidemment, là on se dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se produire. Je retourne au salon et là, il y avait une odeur de muguet extraordinaire. On aurait dit qu'on avait tombé un flacon d'essence de muguet par terre et ça sentait donc très 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 fort. C'était très agréable mais très puissant. Cette journée-là, étant très Saint Thomas dans mon caractère, à tout ça, évidemment, j'essaye de trouver des explications, en pensant que c'est moi qui suis malade, qui me fait des idées, etc. etc. Et arrive le soir, je suis en train de ranger mes papiers, et il est 11h du soir, j'ai besoin de mon chéquier pour faire des comptes. Mon épouse est couchée, et au bout d'un moment, je vais la réveiller pour lui demander s'il n'aurait pas vu à tout hasard ce chéquier. Je suis quand même en dépression et ce genre de choses me perturbe. Elle se lève, évidemment, elle me dit effectivement, je me souviens, je l'avais mis dans mon sac, elle me le donne. Et là, j'entends de nouveau la voix de Sophie qui me dit peux-tu lui demander d'attendre un instant? Alors, je demande à mon épouse d'attendre un instant. Elle comprend d'ailleurs au début pas trop pourquoi. Ensuite on me dit pouvez-vous vous asseoir à table? Mais là effectivement dans le salon j'ai une grande table et à partir à ce moment-là on s'assoit et là je m'aperçois que mon épouse rentre dans une transe, on pourrait dire, voilà, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et évidemment elle se met à parler. Elle s'endort, vous m'avez dit. Elle s'endort, voilà. Oui, c'est une transe. Il y a sa tête qui voilà, descend. Sa tête qui descend et elle tombe en transe. Voilà, et à partir elle se met à parler. Est-ce que c'est la voix de votre Alors épouse? là, comme je vous l'ai dit, il y a un petit mélange des deux. Il y a la voix de Sophie et il y a la voix d'Edith en même temps. Et là commence l'explication. Les premières choses sont ne vous en faites pas, je vais tout vous expliquer. Je vais d'abord vous expliquer qu'il était l'heure pour moi de partir, que l'accident devait avoir lieu, que c'était comme ça. Et elle vous explique les circonstances. Alors, justement, jusqu'à là, nous n'avions pas eu d'explication pour cet accident. On nous explique l'histoire. Oui, parce que l'accident a eu lieu sur une ligne droite. Voilà. Avec 3...
Voilà, sur une ligne droite d'1 kilomètre, il y a 4 arbres en plein milieu de cette ligne droite et elle a été percutée avec sa voiture, avec le côté droit de la voiture, le dernier arbre de cette ligne droite. Elle n'avait pas mis sa ceinture. Voilà, habituellement elle mettait toujours sa ceinture, mais comme elle partait à l'école, elle avait pensé avoir oublié quelque chose et elle a voulu sortir son cartable qui se trouvait à l'arrière de la voiture. Elle a enlevé sa ceinture pour pouvoir l'attraper et à ce moment-là, eh bien, nous n'avions pas l'explication, mais là elle nous explique que une voiture en face est arrivée, une voiture rouge, qu'elle était à ce moment-là, elle, légèrement sur la gauche en attrapant le sac, la voiture s'est elle aussi déportée sur la gauche, qu'ensuite il est revenu sur la droite, elle sur la droite, la voiture est partie en zigzag, qu'elle a perdu le contrôle de la voiture et que la voiture a percuté l'arbre. Elle m'indique que si je lui promets de ne rien dire à cette personne parce qu'il souffre suffisamment, elle me dira où se trouve la voiture et ainsi que son numéro d'immatriculation qu'on me donne. Elle me dit tu pourras aller le vérifier par toi-même, mais surtout ne cause pas plus de dégâts à cet homme. Il avait bu et il n'y était pour rien. Elle sait que c'est elle qui est en cause parce qu'elle a pris son sac. Elle dit comme il avait bu, s'il s'était arrêté pour quelque chose, il aurait pu avoir de très sérieux problèmes. Alors il a fui. Mais voilà, surtout ne lui dites rien. Ce début de cette conversation va durer jusqu'à 7h du matin. Cette nuit-là, j'apprends énormément de choses. On pourrait dire qu'en 7-8 heures de temps, ma vie bascule. Évidemment, je me suis agrippé à certaines valeurs que nous avions, nos valeurs religieuses. On m'a très rapidement expliqué que, et ça je n'ai pas peur de le dire, bien que c'était des sectes, ni plus ni moins, que ces religions n'avaient pas à critiquer ceux qui sont critiqués aujourd'hui parce qu'ils sont sectaires, qu'ils étaient encore plus grands qu'eux. On m'apprend donc des tas de choses sur ce qu'est la vie, sur à quoi elle sert, mais à ce moment-là, pendant ce temps-là et ces premières heures, je suis tellement bouleversé par ce qui arrive, premièrement, et deuxièmement par les contradictions qui sont en train d'arriver à moi, puisqu'il est évident que là, on est en train de bouleverser ma vision de la vie. Elle y va très doucement. Je précise que on ne m'oblige à rien, on ne me demande rien, on ne m'impose rien. Et par contre, voilà, on va m'expliquer déjà cette nuit-là, dans un premier temps, ce qui se passe pendant le passage, comment ça s'est passé exactement, quasiment minute par minute, pas minute par minute, mais 5 minutes par 5 minutes, entre le moment de son décès, la vision de son oncle qui est venu la chercher à cet instant-là précis, qui lui était décédé 1 an plus tôt et qu'elle aimait beaucoup. Elle va nous expliquer les considérations de son enterrement, l'école, qui était une grande école, déménage fait venir un autobus avec 60 étudiants en costume militaire, puis c'était semi-militaire, semi-religieux, qui ont demandé aux pompes funèbres de pouvoir d'ailleurs porter le cercueil et la rentrée à l'église avec l'orchestre de cette école et la fanfare, pourrait-on dire, vont être pour moi des moments très je vais dire beau, c'est malheureux à dire, mais ça va être un enterrement pour moi qui est beau. Elle vous dit de ne pas enregistrer, elle vous dit de ne pas prendre de notes. Par contre, elle vous donne des rendez-vous hebdomadaires. Voilà, alors à partir de là, il était donc 7h du matin, et là il est évident qu'on me dit on va arrêter là. On m'indique que je vais pouvoir la rappeler pendant une semaine, là, le soir si je le souhaite, puisqu'on ne m'oblige jamais à rien. Et on va se quitter, donc par contre on me donne des horaires qui sont 9h du soir. Voilà. Il est très difficile d'expliquer ici, parce que ça serait trop long, pourquoi des horaires à ce moment-là vont être demandés. Je vais aller donc me coucher. Et votre femme se réveille, elle se rappelle de rien? Non, ma femme se réveille, elle se rappelle de rien du tout. Elle était en état de transe, donc. On va par la suite lui demander son autorisation pour continuer. Elle n'est pas obligée d'accepter. Elle le fera de bon gré. Nous emploierons d'ailleurs effectivement d'autres moyens de communication par la suite qui nous seront plus ou moins enseignés, on pourra dire ça. J'aurai des communications dans le temps qui beaucoup plus courtes, car ce n'est que quelques phrases ou quelques indications quand c'est en direct. Et voilà, et donc nous allons, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose là. Non, vous allez communiquer pendant
Alors, 13 ou 16 ans? alors 13 ans. si nous allons d'abord, dans un premier temps, on va me demander de ne rien écrire. Ça va durer 3 ans, où on me demande de ne rien écrire. Et je pose toutes les questions que je veux, on répond à mes questions. Certaines non, parce que c'est peut-être un petit peu en avance sur le temps, et d'autres parce que je n'ai pas à savoir certaines choses, étant peut-être un peu plus bavard que la moyenne, ne pas divulguer certaines choses. Je dis 16 ans au total, mais je dis 13 plus 3 parce que nous allons assister pendant un temps à sa montée. On va appeler ça dans les plans de conscience, des personnes appellent ça des niveaux, des familles d'âmes, enfin bon, on peut donner 50 noms, mais je vais avoir en détail cette montée qui va se faire avec, elle a un guide qui va l'accompagner, avec qui nous allons pouvoir également de temps en temps communiquer, qui va nous parler de certaines choses, et je vais vivre sa remontée dans les hauts plans de conscience. À la suite de cela, eh bien, peu à peu, elle va partir dans d'autres sphères, pourra-t-on dire, et nous allons avoir au bout de la 10e année, 11e année, des périodes de, on va dire au tout début c'est quelques jours, puis après ça passera à une semaine ou 15 jours où elle est absente, mais on nous explique qu'à ce moment-là, si on avait besoin de quelque chose qui nous est jamais arrivé, d'ailleurs on a Samantha à notre disposition qui pourrait donc nous répondre. Ensuite, quand je dis qu'il va y avoir 3 autres années, c'est parce que là, dans les 3 autres années, les communications vont devenir plus espacées et beaucoup plus visionnaires dans le temps. C'est-à-dire que nous allons avoir des indications qui sont des indications sur l'avenir de la planète, sur différentes choses qui vont... Mais je ne suis pas le seul aujourd'hui à en parler, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de cela, du changement qui nous attend maintenant. Seulement, ces choses-là, on me l'indiquait il y a 13-14 ans. Ce que je dois également dire ici, c'est que que votre femme est devenue guérisseuse. Voilà, alors... C'est important. Oui, alors, par contre, là... votre femme qui n'est pas la mère de Sophie. Hein. Voilà, mon épouse, ma seconde épouse, qui n'est pas la mère de Sophie. Par contre, qui a élevé Sophie, puisque la garde de mes enfants m'avait été donnée, de mon premier mariage. Et par contre, elle va recevoir en direct, là, puisqu'elle devient à partir de là médium, elle va recevoir des indications très précises sur la façon de soigner et de guérir certaines personnes par l'imposition des mains, par l'énergie. Et elle accepte, elle avait un boulot avant. Elle avait un boulot et elle accepte. Elle quitte son travail et elle accepte. Comment elle s'est rendue compte qu'elle était guérisseuse? À l'origine, mon épouse a perdu sa mère quand elle avait 7 ans. Elle était orpheline, donc sa mère avait ce qu'on appelle dans les campagnes un don, c'est-à-dire qu'elle arrêtait le feu, c'est une coupeuse de feu. Et il était de coutume à l'époque de donner ça à un de ses enfants. Alors elle avait 2 filles, elle l'avait donné à toutes les 2, et elle avait dit il y en a une des 2 qui l'aura, mais je ne sais pas laquelle. Donc mon épouse s'était aperçue qu'effectivement, depuis pas longtemps avant d'ailleurs cela, que si elle imposait ses mains sur quelqu'un qui se brûlait, le feu s'arrêtait. Et c'est à partir de là que Sophie lui a donc enseigné comment manipuler certaines énergies, comment est constitué le corps humain, qu'est-ce qu'on fait avec le corps éthérique, etc. Et tout ça inconsciemment pendant qu'elle était en transe? Non, ça c'était, elle a eu ensuite des communications en médiumnité directe. On lui a fait faire des tas d'exercices, on lui a demandé de faire, que j'ai fait également, des exercices de, comment dirais-je, se rapprocher de l'autre, c'est le cas de le dire, ou des autres, afin de pouvoir peu à peu essayer de ressentir qui ils sont, ce qu'ils pensent, voilà, à devenir beaucoup plus présent à la présence de l'autre. Je crois que c'est peut-être le mot, peut-être assez compliqué, mais c'était à peu près ça. Et ensuite, tout au long de ces premiers soins, je vais appeler ça, de ces premiers soins, on l'assistait, elle a été assistée. Elle a eu déjà une chose qui était très très belle d'ailleurs, qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il est arrivé même d'avoir des anges gardiens de personnes qui venaient se faire soigner, qui lui indiquaient ce qu'il fallait faire sur eux. Voilà. Elle les entendait? Oui. Ou elle les sentait physiquement? Elle les sentait et elle les entendait. Et il lui donnait certaines indications parce qu'il faut dire là-dessus que des personnes, pour leur chemin de vie, n'ont pas à être guéries de certaines choses. Il y a certaines choses que l'on doit guérir soi-même. C'est ce qui lui est arrivé d'ailleurs. C'est ce qui lui est arrivé, oui, puisque mon épouse a été atteinte il y a 2 ans d'un cancer et au côlon, dont elle a été guérie. Et par contre, là, c'est moi qui étais le coupeur de feu dans cette opération. Ça a été guéri par la médecine traditionnelle. Hein.
Ça a été guéri par la médecine traditionnelle, oui. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a eu un petit peu d'aide, mais enfin, on va dire par la médecine traditionnelle. IDFM, continuons cet entretien avec Jean-Marc Andrieux et nous parlons de ces expériences extraordinaires qu'il a vécues durant ces dernières années. Nous en étions donc avec Edith, votre femme. Les communications avec Sophie, votre fille, se sont arrêtées quand ? Alors, les communications avec Sophie se sont arrêtées en 2009, un beau jour, tout simplement. Alors, je dois dire qu'avant, on m'a fait écrire un petit livre, hein, mais un petit livre qui était... C'était plutôt un documentaire, une centaine de sujets, qui parlaient de l'âme, qui parlaient de qui est un ange gardien, qui est ceci, enfin des tas de choses, 100 petits sujets. On ne l'avait pas édité. Non, parce qu'on m'a demandé de ne pas l'éditer, on m'a dit exactement cela, on m'a dit, quand je l'ai eu terminé, on m'a dit tu le mettras dans une armoire. J'avais eu l'aide d'un scribe, et on m'avait d'ailleurs dit un jour que c'était pas, j'avais dit mon scribe, et on m'avait dit c'est pas le tien, c'est le nôtre, qui m'a aidé à faire ce petit documentaire, parce qu'il était excessivement synthétisé, il était concis. La personne qui m'avait aidé savait faire ce genre de choses. Et on m'a dit tu le mettras dans un placard, et la personne qui doit y tomber dessus, il tombera dessus le jour où qu'il faut. Voilà, et donc une fois qu'il était terminé, j'ai mis ça de côté. Terminé en 2009, on m'a dit ce jour-là, on m'a dit ben voilà, c'est maintenant fini. Tu vas faire ton chemin. Tu en sais suffisamment pour continuer le chemin. Et donc depuis 2009, vous n'avez plus de communication. Elles ont repris depuis 2016, puisque il m'est arrivé en 2016 un événement qui va se produire de plus en plus à travers le monde et qui déjà est en train de se produire à une très grande vitesse. C'est ce que l'on appelle, ou ce que les personnes qui le vivent, enfin le nom qui est donné à l'heure actuelle, on appelle ça l'éveil spirituel. Alors à ce sujet-là, je dois dire que j'ai vu beaucoup de choses. J'avais vécu 13 ans avant cela ce qu'on appelle une illumination, ce qui n'est pas tout à fait pareil qu'un éveil. C'est quelque chose qui est fort agréable, c'est pareil, on déconnecte. Et quand j'ai vécu cette illumination, c'était une illumination de liberté. J'ai vécu, quand je suis revenu, j'étais libre, j'essayais d'expliquer à tout le monde ce qu'était le fait d'être libre, totalement libre, c'est-à-dire sans peur, sans attache, etc., etc. Mais je dis bien, ça s'appelait une illumination, et ça m'est arrivé il y a une quinzaine d'années. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'éveil, qui m'est arrivé donc le 19 février 2001. Entre-temps, vous aviez déprimé de ne plus avoir de communication avec votre fille. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le dis, Sophie, en 2009, m'a dit bah, écoute, maintenant tu es assez grand donc pour continuer ton chemin tout seul. Et là, pendant un an ou deux, ça a été, puisque je me suis occupé de tas d'associations. J'ai été trésorier des Restos du Cœur des PO. J'ai été à l'origine de la création de l'association de soins palliatifs, également des Pyrénées-Orientales. Je me suis occupé des enfants de la zone de Tchernobyl que je faisais venir en France pour récupérer un petit peu et pour reprendre de l'air non pollué, de la nourriture non polluée. Donc j'ai fait des tas de choses, je me suis occupé, et à un moment donné... vous aviez envie de la rejoindre? C'était pas de la rejoindre, non. Le mot c'était, j'avais l'impression que je n'avais plus rien à faire là, voilà. Que j'avais terminé que j'avais fait à peu près le tour de tout. Je voyais pas ce que je pouvais faire de plus. Je me dis la meilleure des solutions où je serais le plus utile, c'est peut-être de l'autre côté et du miroir, voilà. Et peut-être je serais plus efficace que là. Et là, je suis parti dans quand on dit que notre pensée nous amène toujours à l'endroit où on désire aller, et effectivement, tout d'un coup, ma pensée m'a amené et ma foi même à dire je vais mourir. Je pense que maintenant je vais mourir. Et peu à peu, en fait, le corps s'est mis à se dégrader. Il n'y a pas que le corps d'ailleurs, le psychisme s'est mis à se dégrader. Ça a duré pendant la dégringolade. J'ai fait de l'hémochromatose, j'ai fait une arthrose qui était quasi généralisée, alors qu'aujourd'hui je refais de la moto, je fais tout un tas de choses. J'avais des problèmes, donc j'avais vu un psy, on m'avait drogué avec tout un tas de médicaments. J'étais que l'ombre de moi-même, et peu à peu, je me suis enfermé dans un lit, et les derniers temps, je passais un quart d'heure à 20 minutes, je ne supportais plus le soleil, je ne supportais plus rien. J'avais peur partout, j'avais peur de faire 10 km en voiture, je ne pouvais pas les faire, impossible. Le monde était devenu effrayant, j'avais peur. C'était une peur gigantesque, on peut dire que c'est le summum
j'ai vécu toutes les peurs en fait. Je crois qu'en même temps, je les avais toutes. Et j'attendais tranquillement de passer de l'autre côté. Ce qui est arrivé d'ailleurs comme je l'ai dit, 19 février 2016. Et j'ai entendu des tas de personnes qui parlent d'éveil un petit peu partout. J'ai entendu un monsieur, je ne sais pas si je peux citer le nom. Oui, je peux citer un homme qui a écrit un livre qui a fait le tour du monde et qui est vendu, je crois, aujourd'hui à pas mal de millions d'exemplaires, qui s'appelle Eckhart Tolle, qui dit au tout début de son livre, parce que j'ai passé un an, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je croyais que j'étais seul sur la planète à qui ce genre de choses était arrivé. Et c'est quand quelqu'un m'a dit, mais attention, ce que tu dis là a été vécu par un autre homme qui s'appelle Eckhart Tolle et qui le raconte dans un livre. Il raconte quoi? Alors, il raconte tout simplement que il a, au tout début de son livre, qu'il s'est trouvé, pareil, à un moment de la nuit, qu'il s'est trouvé pris également dans un vortex et qu'il a basculé à l'intérieur de ce vortex. Et par contre, lui dit qu'il a eu peur et qu'il a laissé les choses se faire, alors que j'ai eu la chance d'avoir comme instructeur Sophie qui m'avait prévenu de certaines choses et j'ai pu vivre ces moments qui ont été gigantesques pour moi, puisque j'ai quitté donc mon corps, il était 2h moins le quart du matin, je l'ai vu parce qu'en quittant mon corps j'ai une pendule électrique et je vois les heures dessus, donc j'ai vu qu'il était 2h moins le quart et je suis de vortex en vortex, et aujourd'hui je sais ce que c'est, puisque c'est des changements dimensionnels. Je me suis retrouvé dans ce n'est pas un lieu, c'est un état, puisque les lieux n'existent pas maintenant, j'en ai de la conscience et je le sais, mais cet état est l'état de paix. C'était une lumière qui n'est pas blanche, qui est une lumière, en fait c'est du feu, c'est la couleur feu, et c'est du feu, c'est une vibration excessivement rapide. On est dans cette vibration, on est cette vibration en même temps, on est tout et on est un. Voilà, je ne peux pas le résumer. Et donc vous êtes revenu à quelle heure? Et alors donc, je suis revenu, il était... Donc j'ai vu le réveil, on dirait une microseconde avant de réintégrer mon corps, et il était 3h moins le quart. 1 heure, ça a duré. 1 heure. Là, je sais que ça ne peut pas être une NDE, parce qu'une NDE, ça ne peut pas dépasser 10 minutes à un quart d'heure. Je sais également ce qui s'est produit, c'est qu'il y a à ce moment-là ce qu'on appelle... il se produit à l'éveil, il se produit une reconnexion avec les prises de conscience de nos vies précédentes. Alors je dois préciser ici, ça on me l'a dit, c'est parce qu'on me l'a dit que je le sais, j'avais eu 311 vies avant, et là je sais qu'en reconnectant la conscience des vies précédentes et en ayant aujourd'hui cette conscience, eh bien il y a forcément eu le besoin de refaire la mise en place d'une âme, enfin de remettre une âme en place. Et donc pour moi, je veux dire que je vis une autre vie dans une vie. J'en suis à la 312e, voilà ce que je voulais expliquer. Oui, puis alors vous m'avez montré 2 photos à une année de différence, c'est ça? 4 mois de différence. 4 mois de différence, et vous avez rajeuni. Oui, j'ai énormément rajeuni, mais la chose qui s'est produite, souvent quelques personnes m'ont demandé si j'avais été à Lourdes, c'est que, alors le lendemain matin, ce qui s'est produit, c'est que je me suis réendormi après avoir regagné mon corps. Je suis tombé dans le sommeil et ça faisait des mois et des mois que je me levais à 11h30, midi pour aller me traîner jusqu'à la table et manger quelque chose. Et là, il était pas loin de 7h du matin, je me suis réveillé dans une forme étincelante. J'avais l'impression, paraît-il, mon épouse m'a dit que je n'arrêtais pas de dire « j'ai l'impression que je me réveille, j'ai l'impression que je me réveille, j'ai l'impression de me réveiller ». Pareil que je répétais ça tous les quarts d'heure. Et j'avais l'impression que tout ce que je voyais était nouveau, des arbres devant chez moi. Je me trouvais je faisais partie des arbres, je faisais partie de la vue que je voyais. Enfin, je voyais des choses et en même temps, j'en faisais partie. Et là, j'ai vu le plus beau lever de soleil de ma vie. D'une de mes portes vitrées, je peux voir le soleil se lever. Et là, je n'avais jamais vu le soleil. Pour moi, c'était le plus beau soleil que j'ai jamais vu. Voilà, et donc c'est là où je dis que... Et là par contre, les 2 mois et demi, je vais dire une chose qui est très importante, c'est que pendant 2 mois et demi, ça a été quasiment toutes les 5 minutes, prise de conscience. Et là, je sais aujourd'hui, j'ai l'explication, c'est qu'on est obligé, on ne peut pas reprendre la totalité de ces consciences précédentes, ça ferait trop. Et elles arrivent peu à peu, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'âme, et l'âme les réexpédie dans le cerveau, enfin le cerveau si on peut appeler ça.
qui va lui intégrer les nouvelles données. Et pendant 2 mois et demi, je conduisais, je ne savais pas que je conduisais, parce que je recevais des informations qui me donnaient sans arrêt et une nouvelle prise de conscience. Et toutes les secondes, j'étais en train de dire, ah bah oui, mais ça, si j'avais su, ou ça, je n'avais pas, et ça, je n'avais pas. Et en même temps, j'avais Sophie, chaque fois, qui m'expliquait, arrête de continuer à penser ce que tu pensais, voici ta nouvelle réalité, etc., etc. Ça a duré pendant 2 mois et demi. Ça a duré 13 à 14 heures par jour, c'est excessivement dur à vivre. Et Eckhart Tolle dit de ça, ce qu'il a, lui, qui s'est retrouvé dans un jardin public pendant 8 jours et qu'il découvrait que la vie existait dans ce jardin public. Je peux dire que il a totalement raison. Voilà. Ça, c'était en 2016. 2016. Après. Alors, après, il a fallu d'abord passer ce temps de réintégration alors ça également, on pourrait dire de ces vies passées, puisque chaque fois qu'on vient ici, il faut savoir que les deux sont bons. Nous avons une destinée et nous avons un libre arbitre. Le libre arbitre n'est que la façon d'expérimenter et d'en tirer les conclusions des expériences que nous avions choisies avant de venir. Puisqu'on peut dire qu'avant de venir, nous avons choisi les grands événements, les personnes que nous avons à rencontrer, les petits tracas et les petits bobos que nous allons avoir, sachant que la majorité de ces bobos sont dus aux peurs et à la culpabilité. C'est une chose que je dis beaucoup, il faut arrêter d'être coupable et nous ne devons rien à personne et personne ne nous doit rien. Je crois que c'est une grande chose. Quand on a bien compris ce genre de choses, eh bien la vie va beaucoup mieux. Donc à partir de là, j'ai eu cette réintégration de données et ça a duré quasiment pendant 1 an, puisqu'il y a eu 2 mois et demi, je vous dis, c'était 12-13 heures par jour et ensuite ça baissait au fur et à mesure que ça avançait dans le temps. Ça a été 5-6 heures, puis 2-3 heures, puis 1 heure. Puis aujourd'hui, ça continue un petit encore, puisque on peut dire que, en gros, 3 à 4 fois par jour, pendant une dizaine de minutes, il y a encore, et je ne sais pas jusqu'à quand ça durera. Il y a encore quoi? Des prises de conscience, encore des prises de conscience tout le temps. On dirait que c'est comme si c'était un sac qui, en fait, on se dit, bah voilà, cette fois-ci, je pense qu'il est plein. Bah non. Il rentre encore quelque chose dedans. Et non, voilà, il rentre encore quelque chose dedans. Et en fait, je ne sais pas où ça mène. À l'arrivée, je ne vois pas où c'est que ça va amener. Donc tout ça m'a amené à comprendre évidemment des choses m'a comprendre la vie, le but de la vie. Alors, c'est quoi le but de la vie? Mais on va faire une pause musicale et on se retrouvera pour la dernière partie de cette émission. 98 de la Bande FM et de FM Radio Anguin, dernière partie de cet entretien avec Jean-Marc Andrieux. Alors c'est quoi le but de la vie, Jean-Marc Andrieux? En fait, c'est celui que j'amènerai au principal, puisque chaque fois que nous venons ici, nous oublions qui nous sommes. Des personnes appellent ça le contrat, moi je veux bien qu'on emploie ce mot aussi. C'est un petit contrat qu'on fait avec soi-même. Je plonge en bas, je ne me souviens plus de qui je suis. Mais seulement quand on décède, on n'est pas non plus qui on est. Il faut savoir que toutes les personnes qui sur la planète Terre devront un jour ou l'autre avoir cet éveil de qui je suis. Le qui je suis permet d'être rentré en contact. Et c'est ce qui arrive à l'éveil. Et c'est la chose la plus magnifique avec ce qu'Eckhart Tolle appelait la présence. Moi j'appelle Père ou Petit Père. Qui est notre partie divine. Et il faut savoir que cette partie divine nous parle. Alors je ne suis pas le seul aujourd'hui, parce qu'au tout début j'étais assez ennuyé pour en parler. Aujourd'hui je m'aperçois qu'il y a d'autres personnes qui commencent à en parler et ça s'agrandit. Alors ce que je peux dire, c'est que c'est réellement, c'est très agréable parce que l'enseignement est d'une grandeur gigantesque. Et en fait il n'y a rien à enseigner puisque c'est quelque chose que nous savons. Il faut savoir que tout le monde sait tout. C'est la connaissance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La totalité de la conscience et des connaissances, tout le monde sait tout. Il faut simplement s'en souvenir. Il faut simplement les retrouver. Alors on pourrait dire que les expériences que nous faisons, le but de la vie, eh bien, c'est des expériences que nous avons choisi de faire ici-bas, que nous choisissons avant de venir, parce que nous avons, avant de venir, accès par contre au plan de conscience de toutes nos vies précédentes. Chaque fois qu'on décède, on retrouve la conscience et les prises de conscience que nous avons fait avant, ce qui nous donne un schéma de qui nous sommes, mais pas qui je suis. Qui nous sommes, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que c'est la totalité des consciences des expériences et non la conscience du tout. Alors, qui vous êtes? Qui je suis? Oui. Je suis... Alors,
tout le monde est gêné avec cette question. Bah, bien sûr. Certains ont appelé ça la présence, d'autres appellent ça le moi supérieur, d'autres appellent ça... En fait, en 2 mots, il y avait une personne qui l'a excessivement bien dit, il s'appelait Jésus, il l'appelait Père, hein, et puis c'est tout. Hein. Je suis, la partie divine qui est à moi. C'est une partie du tout. Ce que je voulais dire par là, c'est que nous sommes une partie tout en étant la totalité. La totalité. C'est-à-dire que l'information qui se trouve dans cette partie est la totalité du tout. Seulement, il est évident qu'aujourd'hui, aussi bien moi que toutes les personnes qui l'ont ne peuvent pas accéder en totalité à cette connaissance, puisqu'il va falloir encore s'élever de conscience, avec des consciences encore beaucoup plus importantes que cette conscience de la Terre en 3e dimension qui va monter évidemment de dimension d'ici peu, mais il va falloir, même si on indique que le plan de la Terre contient 7, suivant les gens, 7, 8, 9, 10 niveaux, c'est pas une question de nombre, c'est une question de puissance, et bien on ne peut accéder ici-bas qu'à la reconnexion avec le je suis. C'est-à-dire qu'on se reconnecte. Et c'est ça la plus grande beauté, c'est qu'on se dit, en fait, je sais, ça y est, j'ai compris, je suis en fait. Et ensuite, évidemment, le travail continuera sur d'autres planètes, d'autres univers, etc. Puisque la science ne va pas tarder à s'apercevoir qu'il y a tout un tas d'univers imbriqués les uns dans les autres. Et ce que je dis souvent, d'ailleurs, qui est une très jolie image, c'est que les univers sont, s'il y a un scientifique qui écoute ça, les univers sont pas des bulles collées les unes à côté des autres, mais sont comme un feu d'artifice des univers dans des univers. Quand il y a un feu d'artifice, il y a plusieurs couleurs. Les couleurs ne se touchent pas et pourtant elles sont toutes dans le même endroit. Et rien ne se touche. Ah, ça me fait penser, alors, si on a une conscience, une partie du tout en étant la totalité, est-ce que ce serait pas comme un miroir qui est brisé en 1000 morceaux, 10 millions de morceaux, et qu'il fallait reconstituer le miroir en entier pour finalement voir ce qui est de l'autre côté? En fait, c'est-à-dire qu'il faut voir ce qui est à l'intérieur, parce qu'en fait. Ah oui, mais c'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté. Il y a une chose que je tiens à dire. S'il est cassé en plein de morceaux, on voit que des petites parties. Absolument. Je vais répondre à cette question, mais il y a une chose très très importante. Je m'étais dit, il faut absolument que je le dise. C'est très important. La différence, alors l'NDE, il faut savoir une chose. Les personnes qui vivent une NDE voient un tunnel. Il faut savoir que quand on décède réellement, on pénètre à l'intérieur de soi-même. C'est-à-dire que notre âme est composée de diverses parties, et la partie centrale, qui est l'embryon, on pourrait dire, qui est le je suis, qui est l'infiniment petit, et qui brille en nous-mêmes, eh bien, il va falloir... Jésus avait dit une phrase, je m'excuse, je parle de Jésus, c'est pas parce que je parle d'une religion, je parle de lui parce qu'il a dit des choses qui étaient intéressantes. Et on lui avait posé une question, on lui avait dit, mais tu nous parles de ton royaume, mais comment fait-on pour aller dans ton royaume? Et lui, il avait tout simplement répondu, il avait dit, un chameau doit passer par le chat d'une aiguille. Sachant que le chat d'une aiguille, c'est le petit trou qui se trouve dans une aiguille, il est évident que le chameau a de gros efforts à faire pour passer dans ce petit trou. Eh bien, quand nous décédons, chaque fois que nous décédons, nous passons à l'intérieur, le vortex dans lequel j'étais parti, je suis rentré en moi-même, et je suis passé par le je suis pour passer dans une autre dimension. En fait, la totalité de l'univers se trouve à l'intérieur de chacun de nous, de tous les univers. Dans le cœur. C'est une parcelle. Parce que votre NDE, quand je vous ai posé la question de savoir de quel endroit vous étiez parti, vous m'avez dit je ne sais pas tellement, mais vous avez mis la main sur votre cœur. Oui, mais la partie de nous-mêmes, elle est ici. Hein, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle sur le chakra du cœur. Oui, c'est le chakra central. Il y en a beaucoup qui partent par la gorge ou par par le chakra. Oui. Mais ce que je veux dire, notre parcelle divine est au centre de notre âme. Hein. Notre âme est. Alors, est-ce que c'est cette lumière-là qu'on verrait finalement quand on arrive en haut? Absolument. Alors, si vous voulez, en quelques secondes, très très rapidement, je peux vous raconter une petite histoire que l'on m'a donnée de l'autre côté, qui est très marrante. C'est une petite âme qui arrive sur la Terre et elle est très mignonne. Je la vois comme un petit chaperon rouge, une petite fille qui arrive avec sa jolie petite robe et elle sait que ce qu'elle doit faire, eh bien, elle va longer un chemin et que sur ce chemin, il y a différentes fleurs et que le but de ce chemin, c'est faire un très joli bouquet de fleurs. Voilà. Elle sait que ça. Elle ne sait pas pourquoi en faire, elle ne sait rien. Elle sait qu'elle doit longer ce chemin et qu'elle va choisir tout au long de ce chemin, les fleurs qui vont composer le bouquet qu'elle devra remettre à l'arrivée. Et
Elle fait donc son chemin, elle en prend quelques-unes, elle les jette par-ci, par-là, elle continue, elle en prend d'autres, elle les remplace. Enfin, arrivée au bout de ce chemin, elle s'aperçoit qu'il y a une grande demeure avec plusieurs étages, un très grand ensemble, un très gros bâtiment ancien. Et là, elle s'aperçoit qu'il n'y a pas de chemin autour, il n'y a qu'une porte, elle ne peut pas passer ni à droite ni à gauche, et elle est coincée. Et la seule solution au bout d'un moment, c'est de se dire, voyons voir, je vais sonner, et pour voir si on peut m'ouvrir. Il y a une espèce de muraille tout autour qui enferme l'ensemble. C'est assez joli, et quand elle sonne, la porte s'ouvre toute seule. Elle rentre, et là il y a un majordome qui se courbe devant elle, qui l'invite à rentrer à l'intérieur de ce château, et de cette grande demeure. Et là elle rentre, il y a une très très grande pièce, hein, et au milieu de la pièce il y a un trône sur une estrade. On lui fait remarquer que c'est pour elle que le trône est là et qu'elle peut aller s'asseoir sur ce trône. Et là, il y a une musique qui empile la pièce, elle est dans un état de bien-être. Et au bout de quelques moments, de quelques instants, elle s'aperçoit qu'il y a comme une porte au fond, et cette porte s'ouvre. Et elle s'aperçoit qu'au fur et à mesure que cette porte s'ouvre, une lumière apparaît, une immense lumière apparaît. Elle est de plus en plus puissante, puissante, puissante. Et là, elle s'aperçoit que dans cette lumière, il y a quelqu'un d'excessivement grand qui l'attend. On lui demande de venir vers la lumière, cette personne l'accueille. La petite fille se dirige vers cette lumière, et là, la lumière se dévoile, et la personne qui est dans cette lumière se dévoile, elle est lumière, et c'est elle qu'elle voit. Vous avez la réponse à la NDE. Voilà. Pour ceux qui sont dans le sud de la France, vous avez peut-être reconnu la voix de Jean-Marc Andrieux qui faisait des émissions il y a longtemps, dans les années 83. Si vous êtes toujours de ce monde, hein, parce que ça remonte. C'est Radio Riquet. Radio Riquet, c'était une radio libre. Radio libre, nous avons démarré en 81, l'acquisition des fréquences. Hein. Elle se trouvait à Saint-Féréol, au lac de Saint-Féréol. Nous étions à 400 mètres d'altitude, on arrosait toute la région. Voilà, c'était une radio, une radio qui émettait d'ailleurs, je crois que c'était la seule radio, puisqu'elle a été faite à l'intérieur d'une discothèque, et le samedi soir et le vendredi également. À partir de 20h, c'était la discothèque qui émettait directement sur la radio, et les jeunes de la région la connaissaient tous, puisque quand ils n'avaient pas encore l'âge de pouvoir rentrer à l'intérieur de la discothèque, ils pouvaient quand même s'amuser à la maison, comme s'ils étaient en discothèque entre eux. Voilà. Et ça leur évitait de se tuer sur la route après. Ça leur évitait de se tuer sur la route, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer l'émission? Vous n'avez pas de livre? Alors, vous cherchez quoi? J'ai des tas de choses à dire. Vous comprenez que il n'y a pas en moi une quelconque, comment on appelle ça, une quelconque volonté de me grandir ou d'être, je sais pas trop quel grand personnage. Il n'y a pas non plus une volonté financière, sachez-le. Par contre, je sais énormément de choses qui n'est pas possible en une heure, parce que je crois qu'il faudrait des heures et des heures pour pouvoir tout expliquer. Je pense qu'il serait bon d'écrire cela et de le détailler, de rentrer en détail dans des tas de choses qui aideraient beaucoup de personnes, non seulement qui sont dans la souffrance physique, dans la souffrance psychologique, et un grand nombre de personnes qui pourraient comprendre la beauté de la vie, en fait. Car la vie, le but de la vie, c'est de vivre, tout simplement vivre, puisque c'est la vie qui nous fait grandir. Hein. Le seul mot que je peux dire, c'est les personnes qui ont une grande vie, c'est ceux qui ont les plus grands problèmes. C'est eux qui ont une grande vie. C'est pas celui qui a une vie de château. Celui-là, c'est un pauvre. Celui qui a une vie de château ne mourra pauvre parce qu'il n'aura rien appris ici-bas. Et que tout ce qui est à apprendre et toute l'élévation se fait là, sur cette planète. Elle est si belle, mais seulement on ne la voit pas parce que tout le monde est en lui-même et voit en lui-même. Alors ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, je voulais le mettre par écrit. Je cherche un scribe. Je cherche un scribe parce que je n'arrive pas à synthétiser la connaissance que j'ai et cette conscience de cette connaissance. Et je pense qu'en pouvant peu à peu l'expliquer à une personne, eh bien, et que la personne puisse ensuite la remettre par écrit, eh bien, il y aurait la possibilité de faire quelque chose. Je pense qu'il faut 2-3 volumes, mais il y a la possibilité de faire quelque chose de très très bien. Je sais également que dans un temps, ou même maintenant, je sais que je dois faire, puisqu'on me l'a indiqué, je devrais faire des conférences. Donc, s'il y a des personnes ou des associations... Vous cherchez une salle? Plutôt des associations qui seraient intéressées pour, je sais pas moi, ou si on a des questions spéciales. Alors, il y avait un nom que je voulais donner à ça, c'était questions
Questions-conférences. Pourquoi questions-conférences? Parce que je ne voulais pas arriver là-dedans en disant voilà, je vais vous parler de ça, parce que ce qu'il y a à parler est tellement vaste. Vous attendez qu'on vous pose des questions. Voilà, je disais, on me pose des questions, je répondrai aux questions qu'on me pose. Si à tel endroit on me pose telle question, ben ça sera celle-là, si ailleurs c'est d'autres. Hein. Donc c'est vous qui allez répondre ou vous allez encore être aidé par ça? Alors je vais vous dire quelque chose. Il y a des moments, quand je réponds, ce n'est pas Sophie, il n'y a pas que Sophie qui me parle. Aujourd'hui, elle me parle par ce qu'on appelle de la télépathie. Ce n'est plus du tout la même façon, ce n'est pas la même façon de recevoir. Il existe une multitude de façons de recevoir. Mais là, par contre, c'est par télépathie. Je sais que dans l'avenir, sur la planète Terre, c'est une chose qui redeviendra fréquente. Voilà. Alors, Edith, elle a plus besoin de s'endormir pour que vous... Non, maintenant c'est fini. C'est fini, ça fait des années. D'ailleurs, non, depuis 2009, ça s'est terminé, puisqu'il y a une période où il n'y avait plus rien. Et là, depuis 2016, je suis à nouveau en contact. Et je vais dire comme écartelé, ce qui est le plus extraordinaire, c'est cette présence en nous. Et par moments, je sais que c'est pas moi, parce que je m'étonne de ce que je viens de dire. Et je sais que c'est la présence qui parle. Voilà. Alors, pour vous retrouver, il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'éditeur. Comment on vous retrouve? Je peux... Donner un mail. Voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais vous donner un mail. Mon mail, c'est Jean-Marc Andrieux. Tout attaché. Andrieux sans X, sans intervalle. Andrieux sans X. Voilà, Jean-Marc-Andrieux @gmail.com. Voilà. Je suis à disposition. Alors, je voulais également préciser que je suis à disposition pour tout groupe qui ont des questions, même si elles sont très très spéciales. Je ne dis pas que je peux répondre à tout, mais je crois que je peux répondre à pas mal de choses. Voilà. Alors, répondez-moi à cette question: que va devenir la Terre? On est en 2018, en 2019 par exemple. Alors, Alors, j'ai écouté des choses. C'est vrai que j'ai découvert Internet il y a peu de temps. J'ai découvert la chaîne YouTube il y a très très peu de temps. Et je suis tombé directement sur mon émission. Sur votre émission. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard, non. Le hasard n'existe pas. Ça, oui, je tenais à le dire exactement. Le hasard n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y avait 2-3 choses qui m'intéressaient. Au tout début, la première chose sur laquelle je suis tombé, sur un monsieur qui s'appelle Michel Gauthier, qui fait de jolies choses. Je me suis aperçu, c'est des petits trucs qui durent 5 minutes, des petits entractes avec une petite musique et quelques phrases écrites. Je me disais, tiens, c'est très très beau. C'est un monsieur qui parle très très bien et je trouvais ça très très juste. Je disais, mais je trouve que c'est très fort intéressant. Donc quand vous avez entendu cette émission, ça vous a rassuré de me dire qu'on peut envoyer des messages comme ça, on peut en parler sans que ça choque. Peu à peu, ce que j'ai découvert, c'est ça. Ça m'a libéré parce que je ne vous cache pas que j'avais l'impression que j'étais seul au monde. Alors la première chose qui m'est arrivée, qui m'a énormément aidé, parce que je me sentais très isolé, c'est une personne qui m'a dit un jour, mais ce que tu m'expliques fait penser à ce que dit Eckhart Tolle. Et j'ai dit, ah bon? Et on m'a dit, mais tu peux aller sur YouTube. Il y a plein de vidéos. Ouais. Et tu verras, le livre y est en complet d'ailleurs. Effectivement, et quand il a parlé au début et qu'il a expliqué cette histoire de vortex, parce que je n'arrivais pas à me faire comprendre, je voyais des personnes qui me parlaient d'éveil, mais en fait, ce que je voyais, c'était des illuminations, des grandes prises de conscience, c'est vrai, mais l'éveil, il y a la reconnexion à toutes les consciences des vies précédentes, et c'est un choc, attention, il faut savoir que c'est un choc, c'est violent, hein. C'est pas... Mais je pense qu'on peut aussi avoir un éveil sans forcément avoir conscience des vies précédentes. Et ça peut très bien s'éveiller sans pour autant aller fouiller dans le passé. Non, mais c'est pas le passé, c'est de la conscience. Hein. C'est pas dans les vies précédentes. Je suis pas forcément pour qu'on aille chercher dans les vies précédentes. Mais par contre, il faut savoir, quand on descend ici-bas, la conscience des vies, ce que je dis bien, la conscience positive, c'est-à-dire les acquisitions de conscience, ne viennent pas là. À chaque vie, nous ne prenons qu'une petite partie de ce que nous avons acquis comme conscience. Par exemple, celui qui est venu dans cette vie pour tuer, parce qu'il sait qu'il va tuer, et c'est une expérience, il faut le savoir. Être tué, c'est aussi une expérience. Mais il faut savoir que pour vivre l'expérience d'être tué, il faut un tueur. Pour être, inversement, pour vivre la vie d'un tueur, il faut être tué. Enfin, il faut tout expérimenter. Quand j'explique ça, je donne souvent la vision d'une boule à facettes de discothèque. Il faut savoir que toutes les petites glaces qui se trouvent sur cette boule sont différentes. Elles sont toutes découpées une après l'autre, au hasard plus ou moins, et elles sont toutes différentes. Ces petites boules, il faut savoir également aucune n'envoie la même lumière. Eh bien, nous sommes comme cette boule à facettes. Il va falloir que la lumière passe sur
toutes ces facettes et qu'elles prennent la conscience de la boule. Et il est dit, tu ne tueras point. Je vous remercie, Jean-Marc Andrieux. Merci beaucoup. Au revoir. Vous avez une citation? Une citation, oh oui, j'en aurais peut-être une. Aimez tout, ne vous attachez à rien. C'est une citation de vous, ça? Oui, elle n'est pas vieille, elle a 3 jours. On la fera nôtre. Merci beaucoup, Jean-Marc Andrieux. Merci beaucoup. Merci.